Bon, ici on a plusieurs exemples d'outils ou d'instruments utilisés par les indigènes et dont certains sont encore utilisés. La majorité de ceux qui ont été gardés ce sont soit en pierre ou en os, parce que ceux-là en bois ne se sont pas conservés. Alors ce qu'ici on voit, ce sont les haches qu'on utilisait pour tout, donc pour le bois et pour couper tout. Alors cette pierre qu'on voit là, c'était la pierre qui était utilisée pour écraser les lamines d'or qu'on a vu un peu avant dans le musée de l'or. Ici, ce qu'on voit, ce sont des outils utilisés dans l'orfèvrerie, donc justement dans le travail de l'or. Alors ici, on a une pierre pour affiler les haches, les espèces de couteaux qu'ils avaient. Comme on voit là, le couteau, l'espèce d'harpon qu'on utilisait dans la pêche. Alors ce qu'on voit ici, et ce qu'on voit là, ce sont des poids qu'on accrochait au filet de pêche. Comme on voit maintenant, c'est celui-là. Donc c'était pour mettre le filet dans le fond. Comme c'est représenté sous l'image, on lançait le filet et comme ça ils allaient dans le fond. Donc la majorité des instruments étant employés pour la pêche, l'agriculture, la fabrication des paniers et l'orfèvrerie. Beaucoup étaient en bois, mais on a seulement conservé ceux en pierre. Alors ici, on a un exemple de la poterie un peu qu'utilisaient les groupes indigènes. Elles sont pratiquement les mêmes que dans les autres groupements d'indigènes à l'intérieur du pays. En général, la femme était chargée des travaux domestiques, donc la cuisine, la collection des aliments, pendant que l'homme, lui, c'était l'homme qui tissait, c'était jamais la femme. Donc l'homme tissait le coton, et on voit ici donc l'exemple c'est des espèces de ceintures qui se mettaient autour d'eux. Là on voit l'homme en train de tisser, c'est la photo, et on voit vraiment la ceinture qu'ils ont pour maintenir les vêtements. Donc l'homme aussi en général cultivait et s'occupait de la pêche. On voit ici donc le tissage. Alors là ici on a l'exemple d'un mortier qu'on utilisait dans la cuisine. Là ce sont plusieurs vases. Et ça c'est une espèce de petite poêle en fait, qu'on utilisait pour ce qui était le grillage des aliments, sur le feu. Donc on a ici l'exemple des poteries, à quoi elles servaient. C'est aussi une espèce de vase. Ici on a en fait tous les instruments, ou les ornements plutôt qui étaient utilisés dans les cérémonies et dans les rites, qui étaient toujours réalisés par les hommes. Les femmes n'avaient jamais droit au rite de participer. Alors en général, il y avait bien sûr des vêtements d'usage masculin ou féminin. Et toutes ces traditions durent encore dans la Sierra. Les réunions étaient nocturnes, donc c'est pour ça que les oiseaux de nuit, et comme la chauve-souris, le hibou, qui sont le symbole de la sagesse. Alors ici, donc, on voit cette espèce de canne qu'avait l'Indien en main. Et la plus grande était naturellement vu l'importance du chef. Donc ça, ce sont des instruments cérémoniaux. Ça, c'est une espèce le bâton de commandement, en fait. C'est une espèce de canne que vous avez. Là, on a retrouvé, c'est un objet très très rare. C'est un objet en céramique et qui représente les cérémonies religieuses. Donc on voit vraiment les personnages tout autour, avec l'urne au milieu, comme une espèce de feu de bois qui faisait. Alors on voit les vases typiques des cérémonies. Et alors les espèces de nœuds papillons, c'était toujours pour personnifier la chauve-souris. On a un exemple des offrandes qui étaient soit enterrées ou déposées comme une espèce de paiement ou un remboursement au Dieu pour avoir des bonnes plantations, des bonnes cultivations, la santé, la fertilité, aussi pour la fécondité pour la femme. Alors on choisissait des sites sacrés dans les cités ou à côté d'elles. Les traditions se conservent toujours. Mais maintenant, en général, les offrandes sont en céramique ou en or. Bien souvent, on offre des feuilles de maïs, des bouts de pierre, comme on voit ici dans les colliers, des charbons minéraux et des petites mochilas qui sont les sacs qu'on avait déjà vus que tissaient les Indiens. Certaines sont en coton, sur lesquelles on met un liquide comme la semence en fait, comme attribut de la fertilité.
Ici, on a le site cérémonial qu'on a filmé dans la cité perdue. On a retrouvé, sur laquelle on a vu la maquette en haut. Là, c'est les offrandes, c'est des colliers en pierre. Et on voit toujours la fameuse grenouille, le symbole de la fécondité. Ça, c'était en fait des figurines qui étaient sous les bâtons, comme sous les cannes, représentant toujours des animaux. Ce sont des figurines qui sont en os, soit en os animal ou en os humain. En général, c'est des ossements animaux. Là, ce sont des représentations humaines. Ça, c'est encore toujours les mêmes bouts des bâtons. Et là, on retrouve de nouveau une stylisation de l'homme chauve-souris. Pour les Indiens Tairona, les ornements étaient une forme d'expresser les relations mythiques avec leur clan d'origine. Donc, à travers des représentations dans leurs colliers, dans les pendentifs et dans les dessins de leurs vêtements. Donc, ici, on voit les moules qu'on faisait pour les dessins des vêtements. Et chaque fois représentait un animal et le clan avec lequel il faisait partie. Alors là, on retrouve dans les colliers, on retrouve toujours les grenouilles. Pratiquement tout cela sont des grenouilles. Et si on voit une espèce de caïman, donc ça représentait vraiment en fait le clan des caïmans. Là, c'est encore avec une chauve-souris. Alors, là, on a vraiment un bel exemple de savoir quand on peut vous vendre un faux collier précolombien ou non. Parce que dans les colliers précolombiens, le bout, l'entrée, est toujours en forme de cône. Quand on regarde tout près ici à la transparence de la pierre en quartz, on voit vraiment que l'entrée est plus large et que le centre est beaucoup plus petit. C'est la seule façon de voir si c'est une pierre authentique, réelle de l'époque des Indiens. Parce que maintenant, ce sont des pierres qu'on trouve toujours, mais elles peuvent être percées normalement et on vous vendrait à un prix d'un ancien. Donc là, on trouve vraiment les verts, les pierres de jade. Et la rouge, je ne sais plus comment on l'appelle encore. Je ne me rappelle plus. Ce sont des pierres qui n'ont pas tellement de valeur, mais c'est quand même des pierres de valeur. Et là, on voit encore des pendentifs ici. Donc on voit vraiment l'espèce d'os qu'on avait autour du pendentif en jade. Il existe un grand culte pour les animaux. Ceux-ci sont représentés par les différents clans. Chacun se définissait par un système de parentage ou de relations sociales. Alors, la tradition se conserve. Par exemple, un homme Kogi qui appartient au clan des jaguars doit se marier avec une femme du clan du bétail, par exemple. Alors en plus, la faune avait ses orientations aussi. Par exemple, les Indiens qui étaient au nord étaient représentés par des marsupiaux et par une espèce de fourmilier. Ceux qui étaient à l'est, c'était les jaguars et le pécari. Alors par exemple, l'un et l'autre pouvaient seulement se marier ensemble. Dans le sud, c'était le puma et les cerfs. Et à l'ouest, c'était les hiboux, les serpents. Et au centre, on voit toujours le centre de l'existence, c'est toujours la grenouille. Donc par exemple, le hibou pouvait se marier avec un serpent. Et là, on a toujours une représentation de ces mêmes animaux dans les colliers. En fait, c'est un peu le système des castes comme en Inde. Très important dans les activités cérémoniales. C'est pour cela qu'il y a énormément de sifflets. On en voit encore toujours maintenant. Les sifflets étaient toujours en forme de figurines, représentant toujours un animal. Alors on avait souvent autour du cou des espèces de petites danseuses. Et puis souvent donc, on voyait ces petits espèces de colliers qui étaient faits spécialement dans leur danse pour que ça cogne ensemble et ça produise un bruit. Alors on voit aussi, ça c'est des flûtes, c'est typique. En général, tout ça se sont faits en ossement animal, ou sur un coquillage. Donc forcément, chaque clan est représenté par son animal, soit les oiseaux, les jaguars ou les serpents. Bon, on a devant nous un exemple des urnes funéraires. En fait, je vais un peu expliquer comment se passaient les funérailles chez les Indiens. Alors, les Indiens, en général, enterraient leurs morts dans des espèces de tombeaux sous la terre. Et dans ces tombeaux, on avait toujours un endroit qui était ouvert pour laisser pénétrer le soleil.
plus l'endroit était grand et plus il pénétrait le soleil, plus le personnage était important. Parce qu'on disait tout le temps que par la lumière, il allait ressortir à une autre vie. C'est pour ça qu'on enterrait toujours les Indiens avec ce qui leur appartenait, toute leur richesse, donc leurs colliers, leurs ornements, et leurs casseroles, leurs vases, leurs assiettes, tout ça. Après un certain temps, en général, les morts étaient désenterrés, surtout les morts les moins importants. Et on reprenait les ossements et on mettait les ossements dans une urne funéraire, comme celle-là qui est ouverte, et on les mettait toujours en forme de fœtus, donc à l'origine comme il est né. Et là on retrouve et on arrive à distinguer ici quelques bijoux qui appartenaient aux morts et sa tête. Mais en général, les personnages les plus importants étaient restés dans leur tombe. On les sortait pas de là, parce qu'on ne pouvait pas empêcher à ce qu'ils soient ramenés à leur autre vie. Donc, en fait, les Indiens croyaient à la réincarnation. C'est que cette salle est trop sombre. Sinon, on avait un bel exemple d'un tombeau funéraire, et c'est pour ça qu'on voit aussi très très mal cette urne. En fait, on trouvait deux sortes, ce qu'on retrouve encore maintenant sous la terre, ce sont soit des tombeaux directement, ou soit on trouve les urnes avec les restants. Mais le plus intéressant, c'est de retrouver les tombeaux, parce que là, on retrouve l'or et toutes les casseroles, et les assiettes, les vases qui leur appartenaient. Ici, on a plusieurs exemples de la fameuse mochila qu'on a vue auparavant au Pôle Mito, quand on a vu l'Indien qui l'a tissée. Ici, on a plusieurs exemples. Ça, ce sont les mochilas en coton. En général, les mochilas en coton sont destinés aux hommes. Et par exemple, celle-là, c'est ce qu'on appelle le mochilon. C'est en fait, la mochila, c'est comme la mochila de voyage. En fait, celle-là, comme elle pèse plus lourd parce qu'on met en général les marchandises, quand on va faire des courses ou quoi que ce soit, on la met sur le front, et ils se promènent parce qu'à ce moment-là, ils ont le poids à moitié sur le dos et à moitié sur le front. Alors ici on voit, c'est une espèce c'est un poropo. En fait, c'est une espèce de petit vase où ils mettaient la cocaïne, la feuille de coca, pas la cocaïne parce qu'elle n'existait pas, la feuille de coca qui mélangeait, qui les écrasait comme des bâtons avec de la chaux. Mais souvent l'Indien aimait beaucoup mâcher la feuille sèche. Il la met dans le coin de la bouche, il la mâche toute la journée pour sortir le jus de la feuille sèche. Ici on a l'exemple des tissages et de rouées qu'ils employaient, donc où il y avait des fils de coton dessus. Alors ce sont les bonnets que mettaient les Indiens, en général les plus importants, parce que tous n'avaient pas le droit de mettre ce bonnet. Alors ici à côté, on a l'exemple du vêtement. Il s'appelle le suruba. Et ça c'est le pantalon qu'on vend dessus. Et tout ça a été retenu en fait par une belle ceinture. Et toujours, la mochila, mais qu'on met toujours en bandoulière, croisée. On la met jamais simplement sur l'épaule. Et souvent ils en ont deux qui s'entrecroisent. Et en général, les indigènes Kogi avaient le vêtement qui était un objet cérémonial qui représentait leur origine totémique. Alors l'homme doit toujours tisser son propre vêtement dans les cérémonies religieuses. Ou par exemple quand il a été puni par le mama. Le mama c'est en fait le sacerdoce, soit l'homme tissait son propre vêtement, ou soit quand le mama, qui était en fait une espèce de curé, il avait un titre ecclésiastique en fait, qui lui ordonnait comme punition. Alors il lui ordonnait de tisser nouvellement sa vie. C'était une sorte de punition. Alors, ici on voit l'exemple des porompos nouveaux et de la coutume de mastiquer la feuille de coca. Alors pratiquement, c'est une coutume qui est pratiquement partagée dans toute l'Amérique précolombine. Mais c'était entre les groupes indigènes de la Sierra, il était interdit aux femmes. C'était interdit aux femmes de mastiquer la feuille. Parce que c'est un élément basique de la religion. Alors ici, on a tous les exemples des porompos, dans lesquels donc, on écrasait la feuille. Ici, on voit la feuille de coca, que l'Indien appelle ayo. Et la subatu, c'est la petite mochila qu'employaient les Indiens dans lesquels ils mettaient le porompo. Donc à chaque fois, en fait, on sortait le bâton, on s'avait été mâché, on le remettait dedans, on sortait le bâton et puis on le mettait dans la bouche.